L'Afrique est-elle devenue un enjeu militaire majeur entre les puissances occidentales et émergentes, vu la prolifération des bases militaires étrangères, permanentes ou temporaires sur le continent noir? On est tenté de répondre à cette interrogation par l'affirmative. Ces dernières années, près d'une trentaine de bases ont ainsi vu le jour. Officiellement, la raison sécuritaire est avancée, tant l'Afrique se retrouve prise au piège de plusieurs maux comme Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI suite à la crise libyenne et de Boko Haram dans le nord du Nigeria. À cette menace terroriste qui continue de faire des dizaines de victimes chaque jour s'ajoute le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, l'immigration clandestine, entre autres. Mais au-delà des aspects purement sécuritaires, cette instabilité ne pose-t-elle pas aussi des problèmes d'ordre économique pour ces régions particulièrement riches en ressources minières et énergétiques? N'est-ce donc pas aussi et surtout une bataille de positionnement entre les puissances étrangères aux fins de sécuriser les matières premières dont regorge le continent? La visite récente sur le continent du désormais ex-secrétaire d'État américain Rex Tillerson ne se situe-t-elle pas aussi dans ce besoin de positionnement? Que doit être la position et le regard du continent face à cette invasion? Dans plusieurs pays comme le Niger, le Burkina ou encore le Mali, la population voit d'un mauvais œil la présence de ces bases ou carrément en refuse l'implantation. Que traduit ce rejet? Afrique, multiplication des bases militaires occidentales, pour quel véritable apport dans la lutte contre le terrorisme? C'est le thème retenu pour ce numéro de Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nos experts vous seront présentés, ce sera juste après l'intermède. Et sur ce plateau, colonel Louis Akani, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert des Nations Unies pour les questions de sécurité. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau, colonel. Merci bien. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de sécurité et de protection. Un plaisir de vous avoir aussi. Colonel Akani, selon vous, à quand remonte la présence des premières bases militaires sur le continent africain? Merci bien. Alors, c'est une bonne question, mais permettez-moi de faire un pas en arrière également, parce que tout d'abord, il faut voir la situation africaine depuis les indépendances. Les problèmes ont commencé et on n'arrive pas à trouver des solutions. C'est vraiment dommage parce que nous, on était tout jeunes, on a vu les problèmes naître et après, on a participé, on a contribué à ces problèmes. Et malheureusement, on constate que ce n'est toujours pas terminé. Déjà, je vous donne l'exemple de la RDC qui a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, nous y étions, mais avant nous, il y a eu des chefs militaires, des experts militaires qui sont passés, qui n'ont pas pu sortir ce pays de sa crise. Et on y est arrivé, on est passé après des années, et la guerre, la crise continue. Il a lieu de se poser des questions, tout simplement, parce que ça concerne l'Afrique. Lors de mon passage en RDC, où j'ai passé séjourné 2 ans, j'ai tenu beaucoup de fonctions, beaucoup de postes à ce niveau, et nous avons constaté quand même que l'Occident a volé au secours de ce pays, est bien installé, bien implanté, mais ce n'est toujours pas terminé. Alors, là, tout simplement, on a constaté qu'ils se sont embrasés. Ils se sont embrasés parce que on a cherché à apporter des solutions, mais la situation s'est compliquée. Je suis parti de là-bas pour d'autres missions dans la région et la situation n'est toujours pas rétablie. Et la question que je m'avais vous poser aussi, quelle est la responsabilité des civils ou des hommes dans une guerre? On n'en trouvera pas, mais cependant, elles subissent. En fait, je parle de la population. Elles subissent. Et il faut se poser des questions. L'expérience faite, c'est qu'au cours de mon cursus, j'ai eu la chance, bien sûr, d'être formé en Russie. Ça, c'est bien, où j'ai passé plus de 4 ans. J'ai fait la France, où j'ai été formé, bel et bien. Et je suis passé aussi au Canada. Donc, on connaît un peu les systèmes militaires. Je commence déjà par dire que l'armée... Les armées sont universelles, c'est le même principe. Ils sont universels, c'est le même principe.
les mêmes règles que nous appliquons, même chinoises. C'est-à-dire tout le monde, on a eu la coopération, on a vu comment ça se passe. Alors, on les applique. On ne veut pas parler de la taille des armées. Mais si aujourd'hui, l'Occident vole au secours, c'est pour s'implanter, c'est parce qu'on a besoin du... Cela s'avère nécessaire, il faut venir voler au secours des autres. Et je crois qu'il nous revient, nous autres Africains, de comprendre qu'il faut... On a tout intérêt à éviter certaines choses. Il faut les éviter, tout simplement, parce qu'on a tous les moyens pour se développer. Et la guerre ne développe pas. Bien au contraire, ça nuit, ça retarde. Alors, nous avions l'espace de dialogue, nous avions tout, nous avions le brassage. J'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui un confrère, on peut vraiment en débattre. Et tout ceci rentre dans un développement pour accompagner un pays. Mais lorsqu'on laisse tout ça de côté, et on s'accroche aux armes, ce n'est pas les armes qui vont développer une nation. Voilà. Donc ça remonte de très longtemps, cette affaire. Voilà. Solomon Hamzat, Colonel parlait des décennies qui se sont écoulées après les indépendances, mais il reste toujours aujourd'hui, on le sait, de nombreuses bases des forces militaires étrangères en Afrique. À quoi cela est-il dû, selon vous? En fait, il faut déjà repartir sur le fait qu'une base militaire étrangère dans un pays est quelque chose de tout à fait néfaste. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Je le dis pourquoi? Parce que si nous nous référons à l'expérience vécue de ces 50 dernières années, on remarque que tout ce qui s'est passé en termes d'intervention des armées étrangères a souvent poussé à la catastrophe. Je vous cite deux exemples. Lesquels? Prenez le cas pour remonter un peu plus loin, du président Senghor, qui a dû faire recours à l'armée française pour prendre des points stratégiques de la ville de Dakar alors qu'il sentait son régime vaciller. C'était au temps de Mamadou Dia. Oui. Donc, ce genre d'intervention, pour moi, je la trouve néfaste. En ce sens-là que le problème, il est d'abord interne, il est sénégalais. Il n'est pas français. Donc je trouve mal qu'une armée étrangère vienne intervenir dans ce cadre-là. Le deuxième point, c'est celui de la Côte d'Ivoire, plus récent, où j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais même sur ce pont-là. Le jour où j'ai vu l'armée française venir avec des chars, occuper le golfe, les deux ponts, pour empêcher au fait les manifestants d'y traverser, d'avoir accès à la présidence de la République. Une interposition, c'était une interposition. Oui. Après, il y a eu des tirs en bas de l'hôtel Ivoire de l'armée française sur des manifestants ivoiriens non armés, il faut bien le préciser, non armés, même sans gourdin. Les images sont là, vous pouvez les visionner. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts. Voilà des types d'interventions de bases militaires, d'armées françaises que moi je n'approuve pas. Mais tout cela est lié aussi au fait de l'implantation de ces bases militaires qui au fait sont signées soi-disant ou paraffées par des accords qui pour moi ne sont que des bouts de papier. Vous prenez le cas du 43e BIMA en Côte d'Ivoire. On vient de le modifier là. Ça ne s'appelle plus 43e BIMA, mais ça reste toujours en action. Et au sein de ces bases-là se trouvent des unités comme le COS, le commandement des opérations spéciales, montés de toutes pièces par des hommes dont vous ne connaîtrez jamais l'identité. Donc même s'il y a du désordre, si vous enregistrez des morts, on dira que c'est la base française, mais qui a agi? Vous ne trouverez jamais. Et il ne faut pas oublier aussi que l'armée française quand même couvre ses arrières. Les bases sont implantées, ce ne sont pas seulement pour des raisons aussi politiques, c'est aussi lié à des raisons économiques. Il faut protéger ses intérêts. On va forcément y arriver. Colonel Akani, à ces anciennes bases qui existaient, vous l'avez rappelé, lors de la période de l'indépendance, il faut ajouter de nouvelles bases, que ce soit des bases permanentes ou temporaires, qui sont construites ces dernières années sur le continent. Quel est l'objectif selon vous? Est-ce que le problème n'est que sécuritaire? Est-ce que c'est réellement pour endiguer la menace djihadiste, par exemple, puisqu'on sait que Al-Qaïda au Maghreb islamique, depuis le
conflit libyen jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'il y a Boko Haram du côté du nord du Nigeria. Est-ce que le problème n'est pas aussi un problème sécuritaire et peut-être une difficulté des armées africaines à gérer ces conflits-là et qui a donc besoin d'une aide des forces étrangères, notamment en matière de formation? Pas forcément de formation, mais d'appui. Mais je reviens encore en arrière. Vous savez, il faut remonter à l'origine des crises. Vous venez de parler tout à l'heure de la Libye. Tout est ouvert à partir de là. Et d'autres foyers de tension qui sont nés. Le cas de la Côte d'Ivoire que nous avons connu. C'est-à-dire que, d'abord, toute nation a besoin de se faire appuyer de son armée. Ça, c'est clair. Chaque nation a une armée. Le rôle de l'armée, nous savions. Donc, j'ai dit, il joue un rôle universel, c'est-à-dire les principes universels des armées, et puis pour protéger ses peuples, ses frontières, tout ça là, et stabiliser le pays. Mais c'est bien le contraire. Et lorsque les crises débordent, on est bien obligé de faire appel. Même si on ne fait pas appel, la communauté internationale intervient à titre humanitaire pour freiner. Le rôle de la France, moi j'ai trouvé ça positif. La France a joué un rôle positif, souvent d'ailleurs. Mais lorsque ça perd, on n'a pas toutes les données pour pouvoir accompagner ou pour pouvoir... Parce qu'il y a une affaire de culture aussi à ce niveau, il faut maîtriser le terrain. Alors, ils ont joué le rôle de position, d'interposition, tout ça, c'est bien. Et puis, d'autres armées sont intervenues également, mais c'est bien. Mais la situation n'est toujours pas terminée. Bon, fort heureusement que celui de la Côte d'Ivoire est en train, aussi un exemple, mais c'est encore très précaire aussi, il faut dire, parce que il faut s'assurer quand même que tout va bien. Déjà, dans la région, nous avions le cas du Mali, qui aujourd'hui est frappant, aujourd'hui, et plutôt au vu de tous, et toute la communauté internationale est présente, toutes les armées. Ce n'est pas que les nôtres ne sont pas capables, mais tout simplement, il manque de moyens. Il manque beaucoup de moyens, et d'équipements, de tout ce que vous connaissez, pour accompagner une mission. Mais face aux armées, aux alliés, il y a aussi autre problème que nous avons laissé traîner et qui a pris une autre proportion. C'est de là, aujourd'hui, on constate la drogue, les armes, tout ceci. Donc, on est embrasé. Embrasé, on ne maîtrise plus. C'est pourquoi on invite les uns et les autres, et puis d'essayer de revoir un peu leur position et faire un truc collégial pour accompagner l'action sécuritaire. Bien qu'il y ait, on parle souvent du phénomène Boko Haram, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il n'est pas exclu que cette situation puisse être maîtrisée. Et pour y arriver, on a besoin de toutes les forces pour accompagner et pour pouvoir ne serait-ce que trouver une stabilité dans la région. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est un embrasement complet. On est bien installé dedans. Il a lieu maintenant de revoir la situation autrement. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà. Souleymane Hamzat, aujourd'hui, on a l'impression que aussi bien la Chine aujourd'hui est aussi en train de se positionner, notamment par la construction d'une base militaire à Djibouti, notamment. Est-ce que c'est anodin, c'est un repositionnement de toutes les puissances émergentes mondiales, ou c'est simplement pour s'assurer d'un regard d'entraide envers l'Afrique? Il est question de repositionnement, et d'autre part, je viens de vous dire à la fin de ma première intervention, que le problème est beaucoup plus lié aux intérêts. Personne ne veut perdre la face. La France a des intérêts en Afrique depuis, en particulier dans les pays francophones. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Elle s'échine à les protéger, mais vous devez remarquer depuis un certain temps que la Chine, l'Inde, le Japon, tout à fait, on commençait pas à taper dans la fournière. La Turquie. La Turquie aussi, tout dernièrement. Tout le monde veut y aller et prendre sa part du gâteau. Mais bon, il faut reconnaître aussi que l'Afrique n'est pas un gâteau à se partager. Et cela, il va, comme l'a dit le colonel, de la manière dont nos éléments, disons nos forces de défense et de sécurité sont équipées. Si nous avions des armées bien équipées avec le matériel qu'il faut, des hommes de poigne, une armée c'est d'abord des hommes de poigne. Parce que vous avez beau avoir des chars, des tanks, tout ce que vous voulez, les meilleures armes du monde, il faut bien des hommes derrière pour les manipuler. Si vous n'avez pas des hommes de poigne, ça ne tient pas. Et c'est le cas du Mali. Le colonel l'a si bien évoqué. C'est brûlant, c'est encore là, c'est parlant, mais vraiment,
On a besoin de retourner en arrière, de revoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller demander de l'aide de la France pour intervenir? Le cas de l'opération Barkhane, par exemple. Notamment au Mali, on sait que c'est l'un des plus gros déploiements militaires de la France sur le continent africain. Qu'est-ce qui explique le fait que la crise s'éternise, selon vous? Parce qu'il y a de gros moyens qui sont envoyés, moyens logistiques, militaires, financiers même, mais on a l'impression que le problème sur le terrain ne se résout pas ou ne se résoudra jamais. Vous me faites rire. Les moyens sont envoyés à qui? Ah ben, je vous pose la question. Je me pose aussi cette question, mais je constate ceci. À moins d'être démenti par mon aîné, le colonel Akani, je pense que les moyens qui sont envoyés ne sont pas envoyés à nos armées. Elles sont d'abord envoyées au personnel militaire qui est en mission de la base, disons, du pays en question, qui est en mission sur notre territoire. Je prends le cas de l'opération Barkhane. Tout ce qui est envoyé de la France, vous pensez que c'est donné aux militaires maliens? Ah non. Et j'ai même fait une émission dans laquelle je disais qu'il faudra que le président malien puisse récupérer tout ce qui est sur le champ de guerre, là, les théâtres des opérations, récupérer ce matériel-là, le répertorier à travers un programme et le remettre à la disposition de l'armée au lieu de les détruire. On détruit les bombes, on détruit les fusils, on détruit tout. On prend l'argent du développement et bis repetita. Donc on retombe encore plus en bas qu'on était hier. Donc, parlant de base militaire, je suis formel dessus. Moi, c'est niet. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut déconseiller cela. Non, il faut des conseillers militaires, attachés défense, des machins. Ils sont chez nous, mais vous ne savez pas tout ce qu'ils écoutent, hein. Vous ne savez pas tout ce qu'ils produisent comme rapport aussi, de l'autre côté. Voilà. Le colonel est mieux averti que moi. Colonel Akani, votre avis sur cette question? Pas autant. Non, mais je crois que les avis sont un peu conjoints. Conjoints. Nous sommes on est décolonisés. On est parti de là. Mais il y a une coopération entre les pays africains. Pour les privilèges, j'ai bien donné à la France, bien sûr, parce que c'est par la France qu'on est arrivé là où nous en sommes. Là où nous sommes. Je parle là où nous en sommes, mais là où nous sommes. La France nous accompagne. C'est bien. Une coopération bilatérale, tout de suite. Mais vous saviez, nous avions connu des étapes. Et à l'indépendance, on n'a pas obtenu l'indépendance par coup de libération. Non, je crois que libération, mouvement de guerre, tout ça, non. Mais aujourd'hui, on constate que c'est la guerre. Alors, est-ce qu'il faut accuser quelqu'un? Non. Mais c'est nous-mêmes. Il ne revient pas à l'Europe de venir développer l'Afrique. L'Europe a besoin de l'Afrique. C'est la même chose. Nous, le problème africain, c'est autre, c'est-à-dire se construire, se prendre en charge et pour développer. Parce que de génération en génération, voilà là où nous en sommes. Nous, on est arrivés, on était tout jeunes, on a passé, on a terminé. Aujourd'hui, on continue encore des situations plus graves que par le passé. Alors là, je reviens encore sur la question. Surtout pour nos générations futures, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils héritent encore de la même situation. L'Afrique finira plutôt par ne plus se développer. C'est-à-dire nous allons peut-être rester dans les armes, et c'est fini. Mais alors, qui perd? C'est bien nous autres. C'est vrai. La France joue un grand rôle, la communauté un grand rôle, tout ça. Les armements, il faut éviter que la guerre commence. Il faut vraiment éviter que ces guerres commencent. Et j'interpelle toutes les populations du monde, surtout africaines, régionales, pour dire que non. Et soyons liés pour faire face à notre avenir, c'est important. Vous croyez que la situation du Mali c'est pour demain la fin? Je ne crois pas. Ah bon? Elle n'est pas du tout pour demain la fin. Ça, je vous le dis, et ça me fait très mal. Je ne devais pas vous le dire aujourd'hui, mais en fait, si. Mais je suis tenu de vous le dire. Ça, c'est pour interpeller un peu les populations, pour dire non, réveillez-vous. On a un autre problème, un problème de développement. Ils n'ont passé par la guerre pour nous développer. Nos enfants sont là. Je reviens chaque fois, je vais donner cet exemple. C'est-à-dire, et heureusement que ça se stabilise. Vous voyez le Libéria? J'ai passé 2 années là-bas. Très bien. En 2005. Et j'apprécie la visite du président Jimmy Carter, qui était venu en notre temps, accompagné du président Soglo, ils ont participé aux élections. Ça, c'était très bien. On ne va pas donner tous les détails, mais quand même. Là, au cours de la guerre, je reviens sur ce monsieur qui disait, au cours d'une de nos sorties sur le terrain, avec le représentant des Nations Unies,
il dit qu'on lui demande ses préoccupations. Ce monsieur nous répond, il dit non, que lui, il veut aller à l'école. À plus de 37 ans d'âge, ce monsieur. Mais un monsieur qui a 37 ans d'âge, qui veut aller à l'école, vous pouvez apporter la solution. Mais ça nous inquiète. Du coup, ça a fait rire. On s'est dit, mais est-ce qu'il est en train de blaguer? Il ne nous prend pas au sérieux, notre visite, ou bien quoi? On dit non, il avait raison. Il a loupé l'occasion d'aller à l'école, de se cultiver. À cause de la guerre. Oui, à cause de la guerre. Il n'y a pas que lui. Lui, c'était notre interlocuteur. Mais il y a plusieurs autres personnes. C'est toute la nation qui est frappée par cette situation. Qui c'est qui a perdu? C'est toute une génération qui a perdu. Tout à fait. Cette affaire. Donc, voyons, moi j'interpelle les uns les autres pour dire non, il faut voir. Il ne faut pas cibler pour dire que c'est la responsabilité à Paul ou à Pierre, non. À aucun président, à aucun homme politique, mais c'est global. C'est global, c'est toute une population. Prenons-nous en charge, on peut éviter certaines choses. C'est certes que moi je peux d'abord vous dire. Voilà. Dans cette quête d'implantation de base, Souleymane Hamzat, on sent aussi une grosse rivalité américano-française. Déjà, est-ce que c'est avéré? Puisqu'on n'a pratiquement pas d'éléments probants ou de sources qui pourraient être assurées du nombre de bases américaines, par exemple, en Afrique, mais il se murmurait qu'il y en aurait plus d'une quarantaine. Est-ce que déjà, cette rivalité, elle existe? Si oui, à quoi elle est due? Rivalité, elle existe, évidemment. Je vous ai parlé de questions d'intérêt. Je vais vous donner un éclaircissement sur deux manières de voir les bases militaires, au fait. Il y a les bases militaires officielles que vous voyez, celle de la France. Si je prends toujours le cas de la France, celle du Tchad, celle qui était du Cap-Vert et qui est redevenue sénégalaise et ensuite balayée par Ouad. Il y a celle de la Centrafrique, il y a celle du Gabon, etc., etc. Mais ce que les Américains ne vous disent pas, la seule base qu'ils ont en Afrique officielle, c'est celle de Djibouti. Tout à fait. Mais pourtant, les Américains interviennent partout en Afrique. Notamment pour appui logistique ou formation. D'où le COPEX. Le COPEX, c'est quoi? En fait, c'est le commandement des opérations spéciales. Il y a le COS, qui est l'unité des opérations spéciales, mais il y a le COPEX qui se trouve en France et qui décide de nous allons taper ici ou nous allons taper là-bas. Mais ils le font à travers quoi? À travers un circuit qui n'est pas officiel. Je vous donne un exemple tout simple que vous pouvez apprécier. Regarde, prenez la guerre d'Irak pour aller un peu plus loin. Il y a ce qu'on a connu, des unités comme le Blackwater. Ils étaient habillés comment? En tenue américaine. De l'armée américaine. Mais j'en connais qui sont des civils, qui ont été formés sur l'État et qui ont été envoyés au front. En cas de prise de ce genre d'éléments, comment vous les... Est-ce qu'ils sont incorporés à l'armée américaine? Donc on ne peut pas les considérer pour moi de manière... Ils sont de manière officieusement parlant, des militaires américains, mais officiellement parlant, c'est une unité de mercenaires. Et nous en connaissons plusieurs en Afrique ici. Vous pensez que dans le cadre de l'implantation des bases, comme nous le voyons d'ailleurs au Niger, là, il y a les Allemands qui viennent bientôt, il y a les Français qui y sont déjà, les Américains. Nos chefs d'État n'ont même pas accès à ces bases. Figurez-vous, je ne rigole pas. Je viens chez vous et vous n'avez pas accès à votre salon. Vous imaginez? Je trouve que c'est extrêmement gravissime. Et je pense que nos responsables militaires, nos chefs de défense et sécurité, nos chefs d'État doivent réfléchir à la question. Il y a des groupes et des sous-groupes, il y a des entités même, il y a même des unités spéciales qui ne sont répertoriées nulle part au monde, dans aucun ordinateur, dans aucun calendrier, mais qui foutent le bordel comme vous ne pouvez pas le penser. Donc, quand ils ont fini, on ne voit pas qui l'a fait. Maintenant, face au terrorisme, que la France vienne, et c'était le cas de la guerre au Mali, la France est intervenue de la même manière que le Tchad est intervenu. Le Tchad n'a pas eu besoin de l'aval des Nations Unies pour rentrer à Kidal aux premières heures. Idriss Déby a dit, si ça, là, ça vient, attention, ça risque de venir chez moi. Et aujourd'hui, c'est à sa porte.
Heureusement qu'il a su prendre des précautions. Sinon le Tchad, à l'heure où je vous parle, ce serait un bis repetita du Nigeria. Donc il a pris cette disposition, il est rentré jusqu'à Kidal, il a fait le nettoyage, il est ressorti. On a besoin d'autorités fortes en termes de recomposition de nos armées. De stratégie militaire. D'équiper et de former. Comme l'a dit le colonel, ce n'est pas une question de formation. Le colonel Akani, c'est connu, son parcours il est connu. C'est un mental béton en termes de protection ou bien de pensée militaire. Il faut l'interroger, il faut l'écouter. Il vous dira ce qu'il pense. Il ne détient pas la science infuse, c'est que moi-même. Mais le peu que nous connaissons, on pourra le mettre à disposition. Mais qui vous appelle? Personne ne vous appelle. On est obligé de rester dans le silence et on observe. Voilà. Colonel Akani, on sait aussi qu'il y a aujourd'hui le problème de l'immigration clandestine qui envahit les capitales européennes, notamment la France, l'Italie, l'Allemagne. Dans ces pays-là, est-ce que ce souci de positionnement par rapport à l'Afrique, d'essayer de s'implanter pour aider à résoudre les problèmes africains, ne résulte pas aussi de ces crises-là que l'Europe est obligée de gérer de par le truchement des conflits sur le continent africain? Bien sûr. Et je suis heureux. Il a réveillé un peu les idées. Mon confrère, Freda, vous savez, j'ai séjourné au Tchad. J'ai vu les bases européennes, en fait françaises, au Tchad. C'est très bien. C'est pour les mesures préventives, pour les précautions, je sais pas. J'ai séjourné en Centrafrique. J'ai passé plus d'années. C'est les mêmes situations, les mêmes dispositifs qui sont mis en place. Et au Cap-Vert, je connais, et puis quel pays encore, j'en ai fait beaucoup. La Côte d'Ivoire, etc. La Côte d'Ivoire, tout cela. C'est-à-dire, la présence, elle n'est pas du tout... elle n'est pas rejetée. C'est suite à ce que nous avons créé que nous disons. D'où je dis, si on peut prendre en compte déjà nos enfants, nos frères, les futures générations qui émigrent vers l'Europe, on aurait réglé un problème. Parce qu'aujourd'hui, la situation nous a échappé. Ça, il faut reconnaître. Cette situation nous a échappé. Donc, un problème de développement? Et oui, pour le développement, bien sûr. Elle nous a échappé. Alors, on fait recours à d'autres pays. Comment vous pouvez développer un pays lorsque vous n'êtes pas stable, vous-même, et vous gérez d'autres problèmes? Mais vous n'avez pas compris. Je continue de dire qu'on est embarrassé. On ne peut pas paniquer les populations, mais c'est qu'on est déjà embarrassé. On est déjà là. Donc, il faudra faire en sorte que finir avec cette situation, se mettre ensemble pour finir la situation du Mali et rebousser tout ça. Alors, sinon, je crois que notre priorité, ce serait toujours la guerre. La guerre ne développe pas. L'avenir de nos enfants, il faut le prendre à bras le corps. Il n'est pas forcément dit qu'il faut immigrer vers l'Europe avant de réussir. Non. Si de l'autre côté aussi, l'Europe, la communauté internationale veut nous aider, qu'ils investissent, d'accord, c'est bien sur tout plan. Autre que la guerre, ça c'est bien. On peut maîtriser et stopper certaines choses, mais éviter que nos enfants immigrent de l'autre côté, ce serait déjà un gros travail qui aurait été fait. Voilà. Parce que moi, je trouve... les populations qui subissent souvent les affres des groupes djihadistes ne sont pas forcément convaincues de l'efficacité de ces bases-là sur le continent africain. C'est le cas au Niger, où le départ des forces étrangères est demandé, ainsi que la fermeture des bases. Déjà, est-ce que selon vous, c'est une demande réaliste? Ben oui, pour moi, c'est une demande réaliste. Prenons la situation géographique, la carte géographique du Niger. Regardez l'implantation de cette base-là par rapport au lieu où intervient Boko Haram. Vous avez une distance, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Vous voulez implanter une base, allez au cœur du système. Moi, j'ai été formé dans une unité de frappe de l'ennemi à domicile. Je veux vous attaquer, je viens chez vous. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais chez vous. J'attends pas que vous venez chez moi. Alors, s'ils viennent pour nous aider, c'est pour faire disparaître ce genre de phénomène. C'est pas pour venir s'installer à d'autres fins que nous connaissons, qu'on n'évoque pas ici. Je m'en garde de l'évoquer, mais ça se voit sur les réseaux sociaux. Et sur le Madame Zad, de quoi parlez-vous concrètement? Écoutez, je vais creuser l'abcès. Vous voulez qu'on creuve l'abcès? On va creuser l'abcès. Avec la permission de mon ami le colonel Akani. Une guerre, qui la finance? Qui donne le bougnac pour faire une guerre? Les bombes que vous voyez tirer, les missiles, tout ce les munitions, les armes qui sont données, ça a un coût.
Qui les achète? L'État malien? L'État malien est pauvre. Qui rembourse même au cas où on vous les emprunte? Admettons même que je dis, bon, monsieur tel, je viens chez vous, je viens vous aider à mettre de côté Boko Haram. Je viens avec mes hélicos, je tire, toutes les dépenses que je fais, qui me les paye en retour? Le sous-sol. Et pour ce faire... Donc, objectif de sécurisation des matières premières sur le évidemment. Mais la carte à $1 milliard. Ça vous dit quelque chose? De la Banque mondiale. Ben voilà. Allez-y et vous comprendrez tout. Voilà. Certains accusent aujourd'hui, colonel Akani, la France de vouloir défendre ses intérêts économiques, notamment les exploitations d'uranium d'Areva au Niger, par exemple. Votre avis sur cette question-là? Je ne dirais pas non. Et c'est même... je ne dis pas légitime, mais c'est-à-dire que s'il faut remonter à ses origines, c'est-à-dire que la France, pays colonisateur, bien que nous soyons aujourd'hui décolonisés, c'est bien, la France a ses intérêts en Afrique francophone, là où elle a été. Ça, c'est clair, c'est sa politique. Mais en liaison avec nos dirigeants, c'est clair, il n'est pas venu s'installer comme ça du jour au lendemain. Donc, responsabilité aussi des Africains, notamment les chefs d'État. Bon, bien sûr, rien ne peut se passer sans quand même. C'est-à-dire les populations, tout le monde nous accompagne. C'est contre un coup. C'est-à-dire il y a quelque chose, on nous assiste, on nous apporte un développement. Donc je crois qu'on ne peut quand même pas les rejeter comme ça. Si nous sommes capables de développer notre uranium, ou bien le Niger, il n'y a pas de raison, on le ferait. Mais c'est parce qu'on s'ouvre la nécessité d'une main extérieure, c'est pourquoi on accepte la présence de la France. Donc on ne peut pas être contre, on ne peut pas rejeter. Si c'est par là qu'il faut passer pour apporter un peu pour les populations, moi je trouve, il n'y a pas de raison, jusqu'à ce qu'on se prenne en charge. Et c'est pourquoi, je reviens là-dessus, je dis, mais non, il faut que les populations se prennent en charge. Et revoir un peu la coopération à l'avenir, parce qu'on aura notre mot à dire. Et si vous voyez, c'est pas à l'Europe en réalité de développer l'Afrique. Je le dis, je reviens là-dessus. Mais nous avons fait des études avec des Européens, avec des Français, sur les mêmes tables, sur les mêmes bancs, nous sommes là. Donc, on ne peut pas me sous-estimer quand même. Il faut que j'apporte mon point de vue par rapport à quelque chose. Ce qui manque aujourd'hui en Afrique, c'est les moyens, l'équipement, pour la mettre sur orbite et lancer un peu son développement. Mais c'est ça. Moi, je vais aller un peu plus loin que mon aîné. Je dirais que la responsabilité de nos États, de nos gouvernants et en particulier de nos dirigeants, elle est énorme en la matière. C'est à eux de définir la politique de défense et de sécurité d'un État. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas au colonel en tant qu'individu. Celui qui prend... Demain, si le colonel devient chef de l'État du Bénin, ce n'est pas à moi d'aller lui dire qu'est-ce qu'il fera de la sécurité du Bénin. C'est à lui de nous dire je vais aller dans telle direction. Et ceux qui sont experts en la matière de l'accompagner. Mais est-ce que c'est le cas? Tout le monde est intelligent quand il est au pouvoir. Tout le monde comprend tout. On a la science infuse. On se dote d'un millier de services de renseignement à ne rien foutre. Et ça continue. Excusez-moi d'être armé. Moi, sur les questions de sécurité, de protection, je rigole pas. Quand on vous arrache la vie, c'est terminé. Kadhafi, il est parti, il ne reviendra plus jamais. Quand il est question de base militaire en Afrique, moi je dis niet. Nos armées, nos responsables devraient prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités stipule de former des hommes, et pas n'importe lesquels. On voit là, on fait des recrutements à tout va. Le colonel ne me démentirait pas en la matière qu'en leur temps, les soldats de leur époque, dont je connais beaucoup, il y en a, mais c'est des soldats téméraires. C'est pas des va-vite là, hein, vus au coin de la rue. C'était des gens qui étaient recrutés sur la base d'un engagement, d'un moral, parce qu'il y avait une enquête de moralité, et on savait d'où il venait, qui était son père, machin. C'est pas maintenant, là, on vous dit recruter, tout le monde se retrouve à l'état-major, on donne des papiers, et puis on recrute même des délinquants, qui aujourd'hui font des braquages. Alors, posez-vous des questions. Le problème, il est là, il est question de formation. Il est question ensuite de voir l'équipement. Ne nous demandez pas d'aller acheter un missile Scud quand on n'a même pas les moyens de s'acheter une balle de Kalachnikov. Donc, il faut aussi adapter les moyens des missions aux hommes. Et ensuite, leur permettre maintenant d'avoir ce qu'il faut. On n'envoie pas un soldat au front parce qu'il a des étoiles sur les épaules. On l'envoie aussi parce qu'il faut qu'il nourrisse aussi sa famille et qu'il se nourrisse lui-même. Parce que le front, ce n'est pas la caserne. Hein.
Le colonel en sait mieux que moi. Il a tout dit. Alors, oui, colonel. Il a brossé quelque chose de très important sur la moralité des hommes. Oui. Tous les hommes. J'avais préconisé en son temps, pendant que j'étais encore en activité, et avant tout recrutement d'ailleurs, la moralité qui devait se faire, et avant d'engager les soldats sur le terrain. Et périodiquement, une enquête de moralité doit se faire aussi sur les hommes. Et quand je dis les hommes, de façon générale, vous voyez. Parce que s'il faut situer les responsabilités, je vous dis, ce n'est pas au chef de l'État, ce n'est pas aux dirigeants directement, c'est-à-dire ils ont une autre responsabilité là. Mais au niveau militaire, défense et consorts, le gros rôle revient à l'armée, c'est-à-dire à ce niveau, je veux dire. Ça revient à l'armée que chacun joue sa partition. On ne prend pas quelque chose à la légère comme ça pour constituer une armée. Est-ce que vous voyez? Tout, il faut quand même des hommes de qualité, des hommes bien, qui comprennent la mission à défendre la nation, ou puis à défendre le pays. C'est ça qui est important. On ne se lève pas du jour au lendemain pour prendre quelqu'un puis mettre dans l'armée et le lancer, il a dit tout à l'heure, pour que ça devienne après un pays de braquage, ou bien on est dans un pays où on est installé dans un braquage, où l'insécurité s'installe à nouveau et on n'arrive plus à s'en sortir. C'est ce que je voulais ajouter comme mot. Voilà. Je voulais, si vous me permettez, ajouter à ce que le colonel vient de dire, l'intégrité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouaga tout dernièrement. On soupçonne même à l'interne des gens qui ont dû donner la position même du bâtiment où allait se tenir l'opération Barkhane. C'est dommage. Franchement, je me pose... les mots me manquent. Voilà. Au-delà du Niger, il y a par exemple aux Seychelles où le Parlement vient de recaler un accord pour la construction d'une base navale indienne après des séries de manifestations de la population. Que traduit cette crainte des Africains selon vous, en général? Le pillage de nos ressources. Le pillage, il faut être clair. Vous savez, moi, je ne fais pas la langue de bois. Je n'appartiens à aucun service. Je lis, j'étudie, j'essaie de comprendre. Le pillage de nos ressources continue. Et je vous ai mis sur une piste, la 4 à 1 milliard de dollars. Vous imaginez la Banque mondiale, ils sont là avec des avions, des drones, et puis ils sont en train de scanner tout le sous-sol. Ah oui, il y a de l'uranium à Gros-Djibé, il y a machin ici, et on répertorie tout ça. Pourquoi? À quelle fin ils font tout ça? Et puis je ne comprends pas, mon colonel, l'Afrique est quand même le continent le plus riche qu'on puisse connaître. Comment se fait-il qu'on végète dans la misère? Alors le problème se pose que nous devons savoir choisir nos dirigeants et nous donner une orientation sécuritaire. Et rien ne se fera en aparté, comme l'a dit mon aîné. Il faut aller dans une synergie d'action. Quand on est ensemble, on est fort. Voilà. Face à la multiplication des interventions étrangères, il y a eu la création du G5 Sahel qui regroupe Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad dans une alliance politique et militaire. Est-ce que c'est une solution à moyen ou à long terme à cette implantation des bases européennes sur le continent? Est-ce que le G5 Sahel aujourd'hui, c'est quelque chose à encourager? Colonel Akani. Il faut d'abord encourager ça pour faire l'expérience sur le terrain. Pour voir ce que ça va apporter et faire un bilan à mi-parcours pour voir et ce que ça a pu apporter par rapport à la crise que nous avions dans la région. Maintenant que nous voyons la main de l'international derrière, mais non, je crois que si nous étions capables, on aurait empêché la guerre, tout ça, on ne serait pas arrivé au G5. Donc, voyons encore cette position. Si on a besoin de la communauté internationale, c'est déjà très bien qu'elle joue sa partition, que les autres aussi jouent la leur. Et qu'après un bout de temps, vous pouvez voir la position du G5, ce que ça a pu apporter. Il a ressorti tout à l'heure quelque chose qui est très important, pertinent. Franchement, je ne peux pas comprendre que les gens puissent pénétrer un état-major comme ça, sans une main... Les attaques de Ouagadougou. De Ouagadougou, bien sûr. Sans une main intérieure. Franchement, ça, c'est la déception totale. Et aller sur la cible. Franchement, ça, je ne peux pas revoir. On est des soldats, il sait de quoi il parle. Oui, c'est vraiment dommage qu'il ait eu des situations du genre. Voilà. Tout ce que je peux demander, c'est de renforcer nos capacités ici, d'être encore plus vigilants. Et à travers les recrutements, il faut des hommes forts pour faire face. Si nous, on a joué notre partition, on a fait ce qu'on pouvait. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas l'homme le plus intelligent ni le plus courageux pour faire non. Je joue mon rôle pour apporter, c'est-à-dire le retour de l'ascenseur aux contribuables béninois à la nation. C'est la nation qui a fait de moi ce que je suis. Il n'y a pas de raison. Tant que je suis encore en mesure d'apporter, je dois le faire pour ne serait-ce qu'éviter certaines choses pour ma nation. Voilà. C'est là ce que je voulais juste dire.
Souleymane Hamzat, aujourd'hui, entre la Russie, l'Inde, l'Europe, les États-Unis, quel serait le meilleur allié pour l'Afrique? L'Afrique lui-même. L'Afrique lui-même. L'Afrique n'a qu'à être son propre allié. Les États-Unis sont... On a besoin de coopérer avec les autres. On ne peut pas s'enfermer et dire non, on n'a pas besoin des autres. Mais il n'y a que nous devons savoir comment nous devons coopérer avec les autres. Et ne pas se laisser imposer un certain nombre de choses. C'est mon avis dessus. Je ne reviendrai pas dessus. L'Afrique a besoin, comme le dit le collègue, regardez tout ce qui meurt, là, tous nos frères qui vont échouer dans la Méditerranée. Je pensais que parmi... Vous voyez le courage, regardez la témérité de ces jeunes-là, à braver le froid, les tempêtes, la mer, tout ça. Vous pensez que ce n'est pas pire qu'aller au front? C'est des jeunes qui ont décidé d'aller au contact de la mort. Dites-moi qui entre eux et celui qui est assis dans une caserne, qui sont ceux qui sont plus courageux. Mais qu'on réfléchisse à améliorer ce mental-là et à le mettre au profit de nos forces de défense et de sécurité. L'Afrique pourra se sortir d'affaires. Le diamant, c'est là, c'est sous nos pieds là, actuellement. L'or, c'est là. Il faut qu'on ait une méthode d'action, une méthode de gestion, n'est-ce pas, saine, qui puisse permettre d'avoir au moins les moyens d'équiper normalement nos armées. Ouais, c'est maintenant que notre gouvernement en place ici est en train de réfléchir à comment octroyer un transat à nos forces. En leur temps, il y avait des machines même qui venaient de l'extérieur dans le cadre de la coopération et qui permettaient des sauts, les sauts parachutistes. Donc, depuis ça, il y a plus de 10 ans, on n'a pas connu ça. Donc, réfléchissons. Il y a une léthargie, il y a un laxisme de la part de nos dirigeants qui est criard. Et il va falloir qu'ils... Moi, je suis contre personne. Mais je suis contre qu'on m'empêche de dire la vérité. Je vais le dire. Il faut qu'on se lève et qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Voilà. Personne ne viendra me balayer ma maison. C'est à moi de le faire. Colonel Akoni, oui. Un continent qui contient dans son sous-sol l'écrasante majorité des réserves mondiales de matières premières, est-ce que ce continent a besoin d'aide pour s'affirmer et se développer? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est obligée de composer avec les puissances occidentales? L'Afrique n'est pas obligée, en réalité. Mais finalement, elle se sent obligée. Pourquoi? Ouais, compte tenu de ses moyens, puisqu'elle n'a pas les premiers, comment vous appelez, les moyens de base pour pouvoir développer ces matières premières. D'où, et c'est comme un enfant qui naît, il faut d'abord le tenir par les mains avant de le lâcher. D'où l'implication des puissances occidentales. On en a besoin, et puis revoir un peu la coopération, c'est-à-dire cela nécessite de réveiller les nôtres pour dire voilà ce que vous perdez. Je reviens une troisième fois, il ne revient pas à l'Europe de développer l'Afrique. Ça, c'est clair. C'est à l'Afrique de se développer. Et pour se développer, il faut chercher à savoir ce que l'autre peut vous apporter. De bien. Ce dont vous avez besoin. Il faut les énumérer. Voilà. Bon, mais de toute façon, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour les premières bases pour pouvoir lancer et s'en passer. Et là, on peut s'en passer de l'Europe. On dit, bon, maintenant, on se prend en charge. Et franchement, c'est un peu difficile. Mais il faut encourager ceux qui sont aux commandes pour dire que ils sont en train de faire du beau boulot, mais il faut les accompagner. Mais c'est quand même difficile. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela intervient. Mais il faut réveiller un peu les mentalités pour dire voilà ce dont nous avons besoin, les cibler et puis revoir les choses. Que la Russie, la Chine, les États-Unis, la France soient présentes, je crois que c'est en matière de coopération. Si on peut nous apporter mieux, à mieux nous lancer, nous mettre sur orbite, nous lancer, je crois que ce serait déjà un grand pas qu'on nous aurait apporté pour notre développement. Souleymane Hamzat, rapidement, par rapport à cette question. Oui, écoutez, il y a que dans un passé récent, la France se sentait maître, en tout cas, de l'Afrique francophone. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Tout le monde veut rentrer dedans. Vous mangez là-bas, nous-mêmes, on y va. Il n'y a plus de précarés maintenant. Et dans ça, vous voyez des bases militaires s'implanter au regard de nos populations qui sont inoffensives, qui ne savent même pas là où donne de la tête. Il est question que nos responsables politiques aussi, en faisant des choix majeurs, comme implanter une base militaire dans un pays, puissent associer et écouter la population. Je ne vais pas chez le colonel lui dire là où il doit mettre son gardien ou là où le chien doit y être. C'est chez lui, c'est à lui de déterminer tout ça. Et si on ne le fait pas,
souffrait, comme l'a dit mon aîné, que le cas du Mali soit éternel. Voilà. Oui, ça ne fait que commencer. Tout ce qui s'est passé jusqu'à là, vous n'avez encore... puisque tous ceux qui ont fui l'Irak, l'Afghanistan, tout ça, on a des rumeurs qui disent qu'ils sont en train de se replier vers le Sahel. Voilà. Alors, la guerre de demain, ça va se passer par là-bas. Voilà. On rappellera peut-être juste qu'aujourd'hui, le premier partenaire économique de l'Afrique, c'est la Chine. Et donc, c'est peut-être un indice qui fait que les puissances occidentales sont aussi en train de se positionner sur le continent africain. Il était sur ce plateau, Souleymane Hamzat. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, colonel Louya Kani, expert des Nations Unies pour les questions de sécurité. Messieurs, merci. Afrique, multiplication des bases militaires occidentales, pour quel véritable apport dans la lutte contre le terrorisme? Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.